le quart d'heure basque avec tous les quarts d'heure de la région, mais on va plutôt le faire en quelques petites minutes. Donc, bonjour à tous, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Nous, on aime toute la région avec Agnès. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez assisté aux ateliers d'hier et d'avant-hier et par là même vos projets, pour qu'on ait quelques idées des projets que vous avez en même temps. Voilà, en attendant que tout le monde se connecte. Bienvenue à Céline de Marmande. Jérémy de Niort. Longon, Sophie. Marquez-nous aussi si vous êtes déjà inscrit, installé ou pas encore installé, si c'est en cours, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà en activité, d'autres qui sont en cours d'installation. Voilà, ça nous permet de pouvoir continuer à mieux vous connaître. Alors, Chloé, si tu n'as pas de son, je t'invite à allumer le son de ton ordinateur. Alors, Jérémy, si tu es en cours de création d'une SARL dans le BTP, là, on va parler vraiment de la micro-entreprise. Donc, je pense pas qu'on va, ça sera intéressant pour toi, mais je suis pas sûr qu'on réponde à ta question sur la SARL, hein. Je te préviens d'avance pour pas que tu sois En trop. revanche, c'est possible d'aller voir un webinaire sur la présentation justement pour les artisans commerçants et les professions libérales non réglementées en SARL ou en SAS sur notre chaîne YouTube URSAF officielle où il y a pendant 1 heure, on explique un peu les différences et les modalités, les conditions, les prestations, etc. sur ces entreprises-là. Et ça, peut-être, ça sera plus intéressant pour vous. Exactement, donc c'est juste pour prévenir en même temps, on est vraiment sur un sujet de micro-entreprise. Bah, Agnès, je te propose qu'on puisse démarrer. Ok. Donc je me présente alors, je remplace ce matin Aurélien Linard, hein, sur lequel il y a mon prénom, mais moi c'est Thomas Tignon, je suis le directeur de la Gironde. Pour la plupart d'entre vous, on s'est peut-être croisés hier, hein, sur le financement, donc aujourd'hui sur la partie justement de la micro-entreprise. Donc on va essayer de mieux tout connaître sur le statut de la micro. Donc bienvenue. Agnès, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Agnès Nardon. Donc, moi, je travaille à l'URSSAF et plus particulièrement pour l'accompagnement justement des créateurs d'entreprises ou des entreprises qui vont employer des salariés. Voilà, aujourd'hui, ça sera ma mission. Ouais. Et donc voilà, on va parler de la micro-entreprise, aborder les sujets, on va vous présenter la DIL, l'URSSAF, qu'est-ce qu'une micro-entreprise? Mais aussi la notion, des caractéristiques d'une micro, pour que vous soyez, le plus au point possible tous et toutes, à la fin. En sachant qu'on vous invite avec Agnès à pas forcément, alors vous avez certainement des questions qui peuvent être très personnelles, hem hésitez pas à aller prendre rendez-vous après pour qu'on puisse y répondre et de pas marquer d'éléments personnels dans la discussion parce que quand on parle de micro, c'est pas si simple que ça, qu'il y a des situations pour chaque personne et donc on pourra s'adapter, pour pouvoir le faire. Voilà. Oui, on va envoyer le lien, Jérémy, on va essayer de mettre le lien, mais sinon il est sur le site de l'URSSAF tout simplement, ursaf.fr, hein, de mémoire et donc ça permet d'aller sur le site. Entrepreneur.ursaf.fr. Voilà, auto-entrepreneur URSSAF. Alors, maintenant, on l'a dit, vous commencez à connaître, hein, parce que ça fait, quelques fois qu'on vous en parle, au moins 2 fois. Donc, on a parlé du financement hier, on a parlé aussi d'accompagnement, lundi, parce que ça, c'est notre rôle de pouvoir donner accès à tous les entrepreneurs à un financement et comme on a évoqué hier, l'enjeu d'avoir un financement, quand on démarre, c'est essentiel. Voilà, donc ça, c'est le rôle de l'ADI jusqu'à 12 000 €. Mais le troisième point, c'est de contribuer. Contribuer à améliorer l'environnement de la micro-entreprise, notamment parce que, en 2007, on a déjà lancé et fait beaucoup de plaidoyer sur le sujet. On en fait encore par rapport au taux de TVA, j'en ai déjà parlé hier, mais on a aussi été incitatif, par exemple, sur le plaidoyer post-Covid, à trouver des aides pour aider les micro-entrepreneurs à pouvoir, repartir. Donc voilà sur une présentation rapide, hein, de l'ADI. L'ADI, on est à l'intérieur
d'un dispositif, d'un groupement Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. On en a parlé aussi, hier, ce qui est un dispositif d'accompagnement où on va pouvoir accompagner, informer les entrepreneurs, mais aussi les accompagner sur la création de l'entreprise, les financer et aussi les aider à s'inscrire parce que, bah, être bien accompagné et être bien inscrit et être bien financé, ce sont vraiment des enjeux très, très importants qu'on peut retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil de la vidéo, on y répondra au fur et à mesure. Alors, pourquoi se faire accompagner lors du lancement? C'est un enjeu qui est très, très important. Il faut savoir que, bah, quand on a une idée d'entreprise, bah, c'est assez super parce que, bah, on va en parler autour de soi et puis, il y a des personnes qui vont dire: «Ouais, c'est génial ce que tu vas faire», mais en fait, ils vont pas, aboutir. Alors, on va dire: «Ah, ça te crée un élan supplémentaire, c'est cool». Et vous allez aussi avoir des gens qui vont dire: «Attention, c'est compliqué d'entreprendre». Donc c'est important aussi, voilà, de pas rester seul sur le au niveau de l'accompagnement. C'est important de pouvoir le faire avec d'autres et puis d'avoir justement quelques conseils de personnes extérieures. Donc tous ces enjeux-là, nous, on vous invite à toujours prendre des conseils, à vous renseigner. Il y a des professionnels de l'entrepreneuriat, des professionnels de la création d'entreprise, des professionnels de la micro-entreprise qui vont pouvoir vous aider. Donc ça va vous permettre d'éviter les pièges à la création. Ça va aussi vous permettre de prendre des bonnes décisions. C'est vous l'entrepreneur, c'est vous qui décidez et faites attention, hein, personne va forcément vous donner exactement le même conseil, mais c'est vous qui prenez les informations pour pouvoir avancer et puis pour conforter son projet à un regard extérieur, ça, c'est quelque chose qui est essentiel, en tout cas pour le mettre en place. Donc, hésitez pas à y aller, hésitez pas à aller voir les structures d'accompagnement, hésitez pas à vous faire accompagner et puis même si déjà vous avez déjà l'information, il vaut mieux 2 qu'aucune. N'hésitez pas, en tout cas pour le mettre en place. La plupart des accompagnements dans les structures en amont de la création des demandeurs d'emploi sont gratuits et même, après, donc n'hésitez pas à vous mobiliser dessus. Agnès, justement, l'Urssaf. Oui, alors C'est une effectivement, comme tu disais Thomas, même si après l'auto-entreprise sera quelque chose de plus simple. Alors auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est la même chose. Il y a eu juste un changement de nom au cours des années, mais en tout cas, au niveau de l'Urssaf et de quelques autres organismes, on est resté sur ce terme qui avait été choisi justement par les créateurs d'entreprises, d'auto-entrepreneurs pour l'autonomie, le fait d'être tout seul, etc. Il n'en reste pas moins vrai que c'est une entreprise individuelle au régime fiscal de la micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu et que ça se prépare comme n'importe quelle entreprise. Donc, ça veut vraiment dire qu'il faut faire aussi une étude de marché, un prévisionnel, un business plan, déterminer vos prix, votre cible, savoir comment vous allez communiquer, comment vous allez commercialiser. Tout ça, ça se fait plutôt avant parce qu'on a le temps, normalement, plus avant qu'une fois qu'on a créé. Et c'est vraiment important de préparer cette auto-entreprise pour démarrer dans les meilleurs délais. Nous, on vous connaîtra toujours un petit peu plus une fois que vous serez créé, on deviendra votre partenaire à ce moment-là. Pour autant, on a la chance, avec nos partenaires divers et variés, de pouvoir intervenir aussi en amont pour vous donner un certain nombre de conseils et vous rappeler un petit peu les missions de l'URSSAF. Alors, pour faire très court, il faut savoir que lorsque vous devenez indépendant, d'abord, c'est vous qui allez vous constituer votre protection sociale, puisque vous n'aurez plus un employeur qui paiera une grande partie des cotisations et des contributions sociales. Et qu'il va falloir que vous preniez des choix là aussi parce que les travailleurs non salariés, puisqu'un auto-entrepreneur est considéré comme un travailleur non salarié, ont toujours préféré, quel que soit le statut, que ce soit auto-entrepreneur ou gérant d'une SRL, avoir une protection sociale un peu à la carte, c'est-à-dire une base correcte, mais pas complète, et avec justement la possibilité de pouvoir compléter cette protection sociale avec la prise de contrats dans le privé, et notamment au niveau de la prévoyance, puisque là, il n'y a pas de cotisation et de prévoyance. Ça veut dire que si à un moment donné, vous êtes malade, vous avez un accident, vous avez malheureusement une invalidité, ou pour aller plus loin et aller jusqu'au bout, un décès, si vous ne mettez pas en place ces contrats de prévoyance, eh bien, il n'y aura que la partie sécurité sociale qui vous sera versée. Et franchement, il faudra vraiment vous poser la question là-dessus. Il y a d'autres choses qui ne sont pas comprises dedans. Le plus important, parce que ça vous concerne vous et votre état de santé, et le fait que si vous êtes en bonne santé, vous pouvez travailler. Si vous ne l'êtes pas, c'est plus compliqué.
eh bien, il faut vraiment mettre tout en place pour que vous soyez protégés. Et l'URSSAF, une de ses missions principales, c'est de collecter toutes ces cotisations et ces contributions sociales. On le fait déjà pour les salariés du régime général. Le monde agricole, il y a son propre régime, et on le fait aussi pour énormément d'indépendants. Et on va collecter toutes ces cotisations, les reverser tous les jours, en moins de 5 heures, à tous les organismes qui versent des prestations. Et c'est comme ça qu'on garantit le financement de la sécurité sociale et le modèle social et solidaire que l'on a en France. Donc, on fait ça pour un peu plus de 800 partenaires, et en sachant que les principaux, c'est bien sûr pour la santé, pour la retraite, pour la famille, pour l'assurance chômage quand vous êtes salarié, pour l'autonomie, pour un certain nombre de prestations, tout au moins une partie pour les personnes qui peuvent bénéficier de l'allocation adulte handicapé, par exemple, ou le RSA, la prime d'activité, etc. Donc ça, c'est vraiment une des missions historiques. Ensuite, on a une mission d'accompagnement des créateurs d'entreprises, et je reparlerai. On a notamment pour les auto-entrepreneurs une offre d'accompagnement de 9 mois pendant lesquels on va vous adresser des newsletters, que ce soit sur nos propres modalités, mais aussi sur nos organismes très proches, nos cousins germains, on va dire, c'est-à-dire assurance maladie, assurance retraite et caisse allocation familiale. On vous invitera aussi à des webinaires, et puis si vous le souhaitez, vous pourrez avoir un entretien de 30 à 45 minutes avec une personne si vous avez encore des questions. Et ça, vous pouvez y adhérer dès que vous avez reçu votre numéro SIRET. C'est l'intérêt. Ensuite, on a bien sûr une mission de contrôle pour garantir l'équité entre les différents acteurs économiques, et aussi pour faire de la prévention, justement, pour vous dire attention, si vous ne déclarez pas, à un moment donné, vous n'avez plus de protection sociale, ou une protection sociale qui est très, très réduite. Et on verra peut-être s'il y en a qui ont besoin par rapport à leurs activités. On a aussi des offres de services de simplification pour l'emploi de salariés. Il y en a qui connaissent peut-être, si vous avez des jeunes enfants gardés par une assistante maternelle ou une nounou avec page emploi, ou peut-être si vous avez déjà travaillé via le CESU, ou faire venir des personnes chez vous que vous avez déclaré avec le chèque emploi service universel. On a le même principe, et ça pourra peut-être intéresser la personne qui va créer une SRL si un jour elle a besoin de salariés, pour les entreprises avec le titre emploi service entreprise, où à partir de vos déclarations, on vous fait les déclarations sociales nominatives et les bulletins de paie gratuits. Voilà pour l'émission pour aujourd'hui. Ah bah, en tout cas, on découvre mieux l'URSSAF, c'est pas juste l'organisme qu'on doit payer, c'est aussi plein de services qu'on a en échange, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et faut pas hésiter, hein, à prendre rendez-vous avec, l'URSSAF de votre département. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations que vous pouvez l'imaginer, notamment sur des temps de conseil, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. On Alors, revient justement Thomas, sur la micro oui? juste à la question, oui, les cotisations et les contributions, elles sont obligatoires. C'est pas vous Mmh. qui demandez à l'URSSAF. Là où ce qui n'est pas obligatoire, notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la prévoyance, où là, c'est vous qui faites le choix de mettre un contrat de prévoyance en plus ou pas. C'est une très forte On recommandation, mais là, c'est vous qui choisissez. Pour le reste, c'est effectivement comme quand vous êtes salarié, en fait. Hein, on ne vous demande pas si vous avez envie ou pas d'avoir une différence entre votre salaire brut et votre salaire net. Les cotisations sont prélevées, c'est le même principe. Et dans le cadre aussi de ce système social solidaire qu'on a en France. Ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions, hein. J'ai vu les questions, d'Olivier, de Carole, Jérémy. On y viendra au fur et à mesure, mais on va revenir justement sur, la micro-entreprise. Est-ce que c'est une vraie entreprise, justement? Alors, tu as expliqué à l'instant, Agnès, que c'était une entreprise individuelle, Ouais. donc c'est différent d'une société et donc on l'appelle auto-entreprise. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a des impacts sur les impôts, sur, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment on choisit l'auto-entreprise, la micro-entreprise par rapport aux autres? Alors, en fait, plusieurs cas, on peut choisir une auto-entreprise, en fait, pour se lancer en fonction de. On revient toujours du prévisionnel, c'est vraiment les charges que vous allez avoir. Quelquefois, soit vous avez des activités qui sont exclues, ça c'est une chose, c'est notamment les professions réglementées comme les médecins, les infirmiers, les kinés, etc., mais aussi les avocats, les experts comptables. Ceux qui ont une TVA immobilière, c'est-à-dire que vous pouvez être intermédiaire de commerce en immobilier, mandataire, c'est-à-dire toucher des commissions, mais vous ne pouvez pas vous-même avoir une agence immobilière, donc ça c'est interdit. Les activités qui relèvent de la MSA sont interdites aussi. Par exemple, pour donner des informations, les marchands de biens également. En revanche, là où il va falloir faire attention, c'est est-ce que mon activité, même si j'ai le droit de créer une auto-entreprise, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas? C'est-à-dire que si vous avez
dès le départ un local ou si vous avez énormément de charges, très vite, ça ne sera pas intéressant. Alors, même si la première année, on peut avoir énormément d'exonérations, selon votre cas, vous pouvez avoir des taux réduits de cotisation, etc. Mais il faut vraiment vérifier que cette auto-entreprise va être quelque chose d'intéressant qui va être rentable pour vous. Donc ça fait partie de ce que vous allez voir quand vous allez faire votre prévisionnel. Et puis, si c'est le cas, et ben, une fois que tout est prêt, ben, c'est une possibilité de se lancer avec une entreprise qui, au niveau de la gestion, une fois qu'elle est créée, est vraiment très simplifiée. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des aides autour. Vous pouvez être autonome là-dessus. Et ça vous permet de commencer à savoir comment on gère, même si c'est très réduit, une entreprise pour peut-être passer à un autre statut juridique par la suite. Et effectivement, quand vous allez créer, si vous encaissez de l'argent, il faudra, tout à l'heure, j'ai répondu en disant que les cotisations étaient obligatoires, il faudra payer des cotisations et des contributions sociales pour que votre protection sociale soit équilibrée. Et puis, vous aurez un impact évidemment sur les impôts, puisque si vous gagnez de l'argent, il y aura, dans certains cas, c'est toujours en fonction des seuils et des montants, vous pourrez effectivement avoir des impôts à payer sur ces revenus tirés de l'auto-entreprise. Et Ouais. puis, il faudra faire attention aussi par rapport à tous ceux qui sont demandeurs d'emploi et indemnisés notamment par France Travail, de bien choisir les options qui vous permettront de gérer tout ça très tranquillement, c'est-à-dire notamment de prendre la déclaration mensuelle parce que France Travail vous demandera des justificatifs tous les mois pour vous verser votre allocation de retour à l'emploi, c'est ce que vous avez choisi de garder en Ouais. fonction du chiffre d'affaires que vous aurez encaissé. Excusez-nous, hein, pour le son saccadé, hein, on en est, désolé. Il faut savoir que les techniciens d'internet sont encore en train de fêter le titre de champion d'Europe à Bordeaux. Enfin, donc ça explique un petit peu les problèmes de son. On essaie de trouver la stabilité, hein, vous inquiétez pas. Donc là, Agnès, tu viens de répondre déjà à Olivier qui avait une première question tout à l'heure. Ouais, Est-ce qu'on peut être à temps partiel, pour une activité et être auto-entrepreneur? Donc c'est quelque chose qui est c'est possible? oui. C'est oui, bien sûr. C'est oui, bien sûr. En Et fait, est-ce qu'on peut avoir 2 activités différentes? 2 activités, donc il a une activité de service et une activité de vente. Toujours Olivier, est-ce que voilà, c'est des choses qui sont possibles, qui sont gérables ou c'est compliqué? non, c'est pas du tout compliqué. En fait, comme c'est une entreprise individuelle, elle est donc à votre prénom et à votre nom. C'est pour ça que vous ne pouvez en avoir qu'une seule. Et en plus, depuis 3 ans, puisque c'était en mai 2022, vous êtes obligé de rajouter une mention EI pour entrepreneur individuel avant ou après votre prénom et votre nom, même si vous avez une tolérance et le droit d'avoir un nom commercial. Mais en tout cas, elle sera bien à votre prénom et à votre nom, personne physique, contrairement à une société qui est en personne morale. Et donc, à ce titre-là, vous ne pouvez en avoir qu'une seule. Par contre, à l'intérieur de cette entreprise, vous pouvez avoir plusieurs activités, même si elles sont très différentes. Il faudra simplement après déclarer vos chiffres d'affaires en fonction de l'activité. Alors Agnès, Ouais. pour avancer justement, dans la discussion, donc voilà. Est-ce que, Alors, on représente bien les 3, types de cotisations pour la santé et pour la retraite? oui, alors il y a pas que ça, mais les principaux organismes, vous les voyez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va devenir vraiment votre partenaire. Donc, ça sera le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Faites bien attention qu'il y ait bien URSAF dans l'URL parce que, eh bien, simplement, il y a beaucoup de sites sur l'auto-entreprise, quelquefois avec pas tout à fait les bonnes informations. Ou alors, vous avez aussi une appli mobile qu'on a développée qui s'appelle Auto-entrepreneur URSAF. En tout cas, dans les deux cas, il faut qu'il y ait URSAF dans les libellés. Ensuite, au niveau de la maladie, bah, si vous êtes déjà à l'assurance maladie, vous allez y rester et il y aura 12 mois d'affiliation pour les indépendants. Pendant ces 12 mois, pour les autres aussi, s'il y en a qui relèvent de la MGEN ou de la MSA, ça sera pareil. Il y aura 12 mois d'affiliation pendant ces 12 premiers mois. En fait, ce qui se passera, c'est que si vous avez besoin de prestations, l'assurance maladie ira chercher vos revenus antérieurs pour essayer de trouver la meilleure solution pour vous indemniser. Et puis, quand on est salarié au niveau de l'assurance retraite, on a très souvent l'assurance retraite. Alors, il y a des cas différents, hein, bien sûr, pour la retraite de base. La retraite de base, c'est celle où on va valider 4 trimestres de retraite par an pour un jour en avoir assez et pouvoir partir à la retraite. Mais on a un organisme de retraite complémentaire qui est obligatoire aussi, puisqu'en France, on a retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, qui est géré par un des organismes d'un groupement qui s'appelle l'AGICARCO
et qui peut être pour BTP, AG2R, La Mondiale, Clésia, Malakoff, Humanis, enfin, il y en a énormément. Quand vous êtes auto-entrepreneur, tout au moins pour les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées, vous relevez de l'assurance retraite pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Et puis, il y a une petite particularité, c'est que tous ceux qui relèvent d'une caisse interprofessionnelle pour l'assurance vieillesse, qui est la caisse, la CIPAP, c'est-à-dire ça concerne une vingtaine de professions, dont les archis, les guides conférenciers, les moniteurs de ski, les psychologues, les diététiciens, mais aussi les experts automobiles, etc. Enfin voilà, vous en avez une petite vingtaine, auront les deux mêmes premiers, c'est-à-dire l'URSSAF et l'assurance maladie, mais pour la partie retraite de base et retraite complémentaire, auront, même si vous paierez la totalité de vos cotisations à l'URSSAF, l'organisme de la CIPAF qui gérera votre retraite de base et votre retraite complémentaire. Alors, quelques questions au fur et à mesure. Donc, quelle est la différence entre un travailleur indépendant et un auto-entrepreneur? En fait, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Ce sont, plutôt des catégories. Dans travailleur indépendant, c'est plutôt, c'est un état qu'on peut dans lequel on peut être, mais on En est fait, soit c'est un chapeau. entrepreneur individuel, soit en SARL, soit dirigeant salarié, mais on est travailleur indépendant et auto-entrepreneur, c'est là, on est sur un statut, qu'il va y avoir. C'est ça qui va faire la différence. Mais globalement, il n'y a pas une grosse différence. C'est la particularité d'être en auto-entreprise, qui va le faire. Donc ça, on pourra revenir un petit peu après. Si alors une question de Nathalie, si on est salarié plus auto-entrepreneur, est-ce qu'on cotise en doublon l'assurance maladie du coup? Moi, j'ai Alors, la réponse, mais je pense que tu l'as aussi. oui, je l'ai aussi. Oui, en fait, c'est toujours ce principe de solidarité qu'il faut pas oublier. Donc, effectivement, dès qu'on va encaisser de l'argent sur une activité, on va payer des cotisations. Alors, il y en a qui se cumulent pas, bien évidemment. Quand vous allez chez le médecin, par exemple, on va vous rembourser qu'une seule fois la partie sécu de la consultation. En revanche, sur certaines prestations, notamment pour les indemnités journalières, maladie, pour la retraite, ce sont des cotisations qui peuvent vous permettre de cumuler. C'est-à-dire que, évidemment, on n'aura que 4 trimestres de retraite de base par an, parce qu'il n'y en a que 4, civilement, c'est comme ça. En revanche, les montants vont se cumuler, ce qui fait qu'à la fin, eh bien, le montant sur lequel sera calculée votre retraite sera beaucoup plus important. Mais oui, effectivement, on paie, dans certains cas, on peut payer en. Alors, justement, il y a plusieurs questions sur, les seuils, les caractéristiques de la micro-entreprise. Oui. Alors, Donc, et est-ce qu'on cotise? Est-ce qu'on paye à 2 endroits différents? Est-ce que ça se cumule? Il y a beaucoup de petites questions comme ça, donc, je te laisse nous présenter un peu plus. ouais, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que en fait, ce régime fiscal de la micro-entreprise, il a 4 grands principes. On raisonne en chiffre d'affaires. C'est vraiment la seule où on va baser le calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il est différent en fonction de votre activité. C'est-à-dire que si vous faites de la vente, de la fabrication, de la transformation et de la vente, ça sera 188 700 euros maximum de chiffre d'affaires hors taxes encaissées pour une année civile complète. Ça veut dire que si vous commencez en cours d'année, eh bien, ça sera une proratisation sur nos sites. On vous montre, on vous donne un exemple de proratisation pour que vous puissiez calculer facilement. Et si vous faites plutôt une activité de prestation de services, qu'elle soit en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, ou en BNC, en bénéfices non commerciaux, ce qui est aussi une profession libérale, eh bien, ça sera 77 700 euros maximum. Et si vous avez une double activité dont une dépend de la vente et une de la prestation de services ou de l'activité libérale, ça sera 188 700 euros maximum, dont 77 700 euros pour la partie prestation de services. Ensuite, on a, oui, Oui, donc on voit aujourd'hui, hein, que même si on a entendu parler, du seuil à 25 000 € pour la TVA, c'est pas une loi encore qui est passée et pour alors ça, l'instant c'est qui est la repoussée à l'année prochaine dans la loi budgétaire. Je vous en dis un petit mot en même temps parce que c'est essentiel de le voir. Pour l'instant, on reste sur les mêmes cadres. Il y a pas de changement contrairement à tout ce qui a pu passer des fois dans les médias. Donc on attend de voir ce qui se passera dans les mois à venir. c'est pour la TVA, pour les chiffres d'affaires, ça n'avait pas changé de toute façon. Donc, effectivement, sur la TVA, on a entendu tout, voilà, on a attendu, nous aussi, et maintenant, ça sera, on ne sait pas encore le résultat final, mais ça sera pour 2026. En tout cas, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si, soit vous pouvez être soumis à la TVA immédiatement, si vous dépassez dans l'année civile
soit 93 500 euros, soit 41 250 euros, soit la proratisation. C'est le même principe que pour le chiffre d'affaires. Donc, si vous commencez en cours d'année, ben, ça peut être que la moitié ou le quart, par exemple. Et donc, à partir du moment où vous dépassez ces montants-là, vous êtes obligé de facturer la TVA à vos clients. Ça s'appelle de la TVA collectée. Mais dès que vous facturez la TVA à vos clients, vous pouvez aussi la récupérer sur les achats professionnels, bien sûr, que vous allez faire. On ne peut pas déduire la totalité de l'achat parce qu'un des autres principes de la micro-entreprise, c'est qu'on ne déduit aucune charge et on n'amortit pas le matériel. Pour autant, quand on facture la TVA à ses clients, on peut récupérer la TVA sur la facture que l'on a auprès de ses fournisseurs. Et puis, il y a aussi un entre-deux, c'est-à-dire qu'encore pour l'année 2025, si vous êtes entre 85 000 et 93 500 ou entre 37 500 et 41 250, là, vous pourrez aller jusqu'à la fin de l'année en franchise de TVA, donc pas de facturation de la TVA, mais à mentionner sur vos factures l'article 293B du Code général des impôts pour avoir le droit de ne pas facturer de la TVA. Mais dès le 1er janvier de l'année 2026, vous serez obligé d'en facturer, c'est-à-dire que déjà, il faudra demander au service des impôts des entreprises cette fois d'activer votre numéro de TVA intracommunautaire et il faudra que vous mettiez ce numéro sur vos devis, vos factures et un certain nombre de documents. Et à ce moment-là, vous ferez des factures hors taxe, un montant de TVA et un montant de TTC. Et dans tous les cas, même si vous facturez de la TVA à vos clients, que vous déclarerez à l'URSSAF, aux impôts, à France Travail ou à la CAF, ça sera toujours le chiffre d'affaires hors taxe. Exactement. Alors, on va rentrer dans les 2 diapos sur lesquels vous avez le plus d'attentes. C'est justement les taux de cotisation. Mais juste avant, il y avait une question, de Audrey, Oui. qui se mélange un petit peu entre son activité elle a une activité de prestation de service et notion de profession libérale. Ça Il y dépend a de l'activité de prestation de service. Voilà. C'est quoi donc Ce Audrey, la qu'il faut bien prestation de que vous service? sachiez, il ne faut surtout pas essayer de mettre juste je fais des prestations de service. Ça ne passera pas. Déjà, aujourd'hui, avec le guichet unique de l'INPI, qui est donc le seul site sur lequel vous pouvez déclarer vos activités, vous êtes obligé de catégoriser vos activités. Et donc, prestation de service tout court, déjà, avant, ça ne passait pas parce que pour nous, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment qu'on ait un peu plus d'informations pour savoir exactement où vous allez vous retrouver. C'est la même chose pour les impôts d'ailleurs. Donc, il faut en dire un petit peu plus, en fait. OK. Donc, alors c'est une profession là, c'est la gestion de biens locatifs, donc c'est vraiment une activité Ah, de service. Voilà. Mais il faut bien préciser toutes les activités au moment de l'inscription, pas hésiter à bien mettre un petit peu plus même, ça évite de faire des changements. ouais. De Alors donc toute les taux façon, de la cotisation, ça catégorisation est c'est obligatoire. compliqué les taux de cotisation, mais c'est ça tu nous expliques un peu plus? Bien sûr. Alors, en fonction de votre activité, en fait, vous allez payer des cotisations. Dans ces taux de cotisation, vous allez cotiser pour tout ce qui sera maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG, CRDS, parce que il faut bien la mettre quelque part, donc elle est intégrée dans ce taux aussi. Et on verra qu'il y aura aussi une contribution à la formation professionnelle. J'expliquerai un tout petit peu après le pourquoi du comment, qui sera, vous voyez, sur des taux vraiment qui sont faibles, mais qui peuvent vous permettre d'avoir des aides financières tous les ans, de 0,10 pour les commerçants, 0,20 pour les professions libérales, 0,30 pour les artisans. Euh, Ensuite, les taux de cotisation que vous voyez dans le petit tableau, vous voyez deux taux. En fait, c'est parce que le premier, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, qui dit que pour les auto-entrepreneurs, puisque c'est vraiment la spécificité des auto-entrepreneurs, vous devez compléter un formulaire, c'est-à-dire que vous faites d'abord votre déclaration sur le guichet unique de l'INPI et vous partez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et en bas de la page d'accueil, vous avez une rubrique qui s'appelle Demander l'acte pour compléter le formulaire et nous l'adresser avec les pièces justificatives. Pourquoi? Parce qu'un auto-entrepreneur doit encore compléter ce formulaire et faire partie, remplir une des conditions, en tout cas, pour pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire soit être demandeur d'emploi, indemnisé ou en cours d'indemnisation avec les délais de carence, soit non indemnisé mais inscrit au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, soit avoir moins de 26 ans, soit moins de 30 ans reconnu handicapé, soit bénéficier du RSA ou de la SS, soit habiter un quartier prioritaire de la ville, soit bénéficier de la PREPAR, qui est la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Voilà pour les principales conditions.
Si vous vous retrouvez dans une de ces conditions, vous pouvez bénéficier de l'acte qui vous permettra d'avoir un taux réduit de cotisation de 50% pendant 3 trimestres complets, plus le trimestre en cours de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la possibilité, alors bien sûr, si vous avez des clients au mois de juin, là, vous créez en juin, vous ne laissez pas passer les clients. Mais s'il n'y a rien qui vous oblige à créer en juin, qui est le dernier mois du deuxième trimestre, eh bien, il vaut mieux attendre le mois de juillet ou le mois d'octobre ou le mois de janvier ou le mois d'avril. Parce qu'à ce moment-là, si vous commencez en juillet, eh bien, vous aurez l'acte, donc ce taux réduit de cotisation de 50% jusqu'au 30 juin 2026, alors que si vous commencez en juin, eh bien, c'est toujours le deuxième trimestre, donc ça sera que jusqu'au 31 mars 2026. Donc, si vous pouvez commencer un début de trimestre, janvier, avril, juillet, octobre, c'est le mieux pour bénéficier au maximum de l'acte. Si pour tout un tas de raisons, et notamment de ne pas laisser passer soit l'appel à projet, soit des clients, etc., ou en fonction de votre saisonnalité, de la saisonnalité de votre activité, eh bien, à ce moment-là, vous commencez quand il faut que vous commenciez. Et donc, vous voyez, les taux vont être de 6,2% pour la vente de marchandises, 10,6% pour les prestations de services en BIC, donc plutôt tout ce qui est artisanal, commercial, mais bénéfices industriels et commerciaux, 12,3% pour tout ce qui est en prestations de services en BNC, en profession libérale non réglementée, et 13,90% pour ce qui est des activités libérales relevant de la CIPAV, les activités dont je vous parlais tout à l'heure. On sait déjà que des taux vont augmenter au mois de janvier, notamment pour les BNC, puisque vous voyez qu'une fois qu'on a passé cette période de l'ACRE, qu'on aimerait garder, mais l'aide, elle est pour une année maximum, eh bien, on va arriver au taux, ce qu'on appelle les taux pleins, c'est-à-dire 12,3% pour la vente, 21,20% pour les prestations de services en BIC, 24,60%. Et c'est ce taux-là où on sait déjà que pour que vous puissiez avoir une meilleure retraite complémentaire, il augmentera déjà au 1er janvier 2026 à 26,1% et 23,2% pour ceux de la CIPAV, sachant que on n'est pas à l'abri non plus qu'en janvier 2026, avec la nouvelle loi de financement, il puisse y avoir globalement aussi une petite augmentation des taux. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Et donc là, on est en pourcentage du chiffre d'affaires et justement, on avance sur la deuxième situation. Hop, c'est, justement, il y a le régime d'imposition commun aussi, Ouais. sur lequel, bah, Juste, je reviens un tout petit peu sur la précédente en une seconde. Il faut bien regarder au niveau de vos activités, effectivement, bien regarder ce que vous allez avoir comme activité, bien les déclarer et de manière régulière dans les bonnes zones. Vous aurez 3 zones pour déclarer votre chiffre d'affaires, parce que malheureusement, on le voit souvent, il y en a qui nous déclarent une fois en vente, une fois en prestat, une fois en profession libérale pour la même activité. Et du coup, après, vous êtes obligé de faire des régularisations. C'est toujours un peu embêtant, notamment quand vous êtes trompé, que vous avez mis la vente à 12,3 et que d'un seul coup, on vous dit bah, finalement, c'était un peu 12% de plus. Donc, vous êtes vraiment dans l'embarras. Donc, soyez rigoureux par rapport à ça. Ça fait partie des actes de gestion que vous allez faire. Et juste pour compléter ma formation professionnelle de tout à l'heure, c'était de dire aujourd'hui, vous avez un compte CPF, certainement pour une grande partie d'entre vous, vous allez le garder. Pour autant, il y a des formations qui ne sont pas référencées par ce compte personnel de formation et quand on est travailleur non salarié, vous avez des formations qui sont prises pour partie en charge par des fonds de formation spécifiques pour les travailleurs non salariés. Pour les commerçants, c'est l'AGFIS. Pour les professions libérales, c'est le FIF-PL. Et pour les artisans, c'est le FAF-CEA. Sachant que, contrairement au CPF qui peut se cumuler jusqu'à hauteur de 5 000 euros, eh bien, côté indépendant, vous avez droit à une aide financière tous les ans, mais qui ne se cumule pas. C'est-à-dire, s'il y a une année, vous ne suivez pas de formation, c'est perdu. Vous ne pouvez pas le cumuler sur une formation plus importante l'année suivante. Oui. Alors non, Audrey, hein, en 2026, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore toute la lisibilité. Par contre, il y aura une augmentation des taux de cotisation, au niveau de voilà, pour à facturer. Mais, pour l'instant, sur les seuils de TVA, il y a pas de changement. On attend des changements, mais on ne sait pas exactement lesquels, donc c'est compliqué de les évoquer, aujourd'hui, parce qu'il faudrait prendre toutes les situations et je pense qu'on en a pour jusqu'à demain ou après-demain sur le sujet. Ouais. Donc ça, suivez l'actualité et suivez l'actualité, professionnelle, hein, pas l'actualité des réseaux sociaux, parce que c'est pas tout à fait, la même en tout cas. Puis n'hésitez pas à consulter, l'URSSAF ou
vous l'a dit, hein, si vous avez besoin sur ces sujets-là. OK. Alors justement sur, Alors, la pour la partie déclaration impôts, voilà. des Tout à l'heure, impôts, je donc sur les disais, abattements. on déduit pas de charges et on n'amortit pas le matériel. Pour autant, au niveau des impôts, il y aura un abattement forfaitaire pour frais professionnels qui sera appliqué en fonction, là aussi, de votre activité. Ça sera 71% si vous faites de la vente, ça sera 50% si vous êtes en prestation de services en bénéfices industriels et commerciaux, et ça sera 34% pour les autres. Tout cela, ça vous permettra aussi de pouvoir vérifier et faire des simulations pour le choix de l'option du versement libératoire ou pas, puisque en fait, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez deux façons de payer les impôts, soit, on va dire, la manière classique, c'est-à-dire que dans un an, puisqu'on est en pleine période de déclaration, c'est-à-dire ceux qui vont créer en 2025, entre avril et juin 2026, vous ferez votre déclaration d'impôt de 2025. Il faudra déclarer votre chiffre d'affaires global hors taxes encaissées. Et avant de le réintégrer dans vos autres revenus de votre foyer fiscal, les impôts feront ces abattements, 71%, 50% ou 34%. Ça, on va dire, c'est le calcul et la déclaration classique. Et puis, pour les auto-entrepreneurs, il y a une option que l'on peut prendre. Alors, il y a des conditions pour en bénéficier. Il faut avoir un certain montant par part de revenu fiscal. Ça, vous pourrez le voir sur nos documents aussi. C'est un petit peu plus complexe et on n'a pas trop le temps, donc je ne vais pas l'expliquer là. Mais vous avez aussi la possibilité de payer au fur et à mesure. Alors, on a l'impression, oui, c'est plus facile, peut-être. Oui, les taux sont bas, puisque c'est 1% pour la vente, 1,7 pour le BIC et 2,2 pour le BNC. Mais ce n'est pas forcément intéressant, même quand on a droit de prendre cette option. Et c'est pour ça qu'il faudra bien vous faire accompagner pour faire des simulations sur le site des impôts. Vous pouvez faire les simulations des deux, vous faire accompagner peut-être aussi par des personnes de l'ADI pour faire ces simulations ou par votre service des impôts pour savoir quelle est l'option la plus intéressante pour vous. On dit toujours, chaque entreprise, il y a des options qui seront différentes, même si vous faites la même chose, parce que votre cas est différent, parce que votre vie est différente, parce que vous n'avez pas les mêmes, la même façon de vivre, parce que vous êtes peut-être tout seul, ou peut-être vous avez des enfants ou pas, etc., etc. Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Et il faut vraiment choisir les options qui vous concernent vous et pas faire comme le voisin à côté. Mmh. OK. Alors justement, dernier point, hein, sur les puis après on reviendra sur les questions, hein, que vous Ouais. posez. La cotisation foncière des entreprises, la CFE. Ouais. Je Alors, suis exonéré, je suis pas exonéré, je suis micro, on entend un peu tout, hein, sur ce sujet, mais c'est quelque chose qu'on doit payer à partir de la deuxième année. Alors, la première année, c'est tout le monde. Quel que soit votre statut juridique, de toute façon, vous ne la payez pas. Ça, c'est fait. À partir de la deuxième année, si vous avez fait plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez être soumis à cette cotisation foncière des entreprises. Il y a certaines activités qui sont exonérées de cette cotisation foncière des entreprises. Ça, vous pourrez le voir aussi avec votre service des impôts. Dans certains cas, les artisans du bâtiment, notamment, peuvent l'être. En tout cas, on ne peut pas vous donner vraiment de montant. Pourquoi? Parce que cette cotisation foncière des entreprises, déjà, il y a une partie qui est simplement votée par vos conseils municipaux. Donc, ça dépend où vous habitez. Et après, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que là aussi, parce que quand vous allez déterminer vos prix de vente, il ne faut pas les déterminer avec le fait que vous ne payez rien la première année, que ça augmente au fur et à mesure, mais il faut avoir toutes les infos au départ. Vous pouvez déjà demander aux impôts, même depuis votre espace perso, en disant, voilà, je vais créer une auto-entreprise, dans tel secteur d'activité, j'en reviens à mon prévisionnel, vous me dites que je vais gagner à peu près ce montant de chiffre d'affaires, et j'aurai, si vous déclarez l'activité chez vous, vous allez réserver une petite pièce, un petit bureau de 8-9 mètres carrés maximum pour ça. Vous le dites aussi. Et donc, vous demandez, est-ce que je pourrais avoir une idée du montant de la cotisation foncière des entreprises? Mais encore une fois, plus vous augmenterez, ce qui sera quand même le but de l'histoire, votre chiffre d'affaires, et plus cette cotisation foncière des entreprises augmentera, puisqu'il y a aussi cet inconnu-là, puisque ça augmente en fonction des chiffres d'affaires que vous encaissez. Juste Et une petite info à faire attention, parce que malheureusement, ça arrive très souvent. Quand vous souhaitez immatriculer votre auto-entreprise chez vous, si vous êtes propriétaire, il n'y a aucun souci, bien sûr. Si vous êtes locataire, demandez l'accord de votre propriétaire. Il a le droit de dire non. Regardez si vous êtes en syndic de copropriété, s'il n'y a pas d'interdiction.
Et attention pour ceux qui sont avec des bailleurs sociaux, parce que selon les régions, moi qui me balade un peu partout, il y en a qui sont OK, d'autres pas du tout, c'est inscrit. Donc, dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'immatriculer votre entreprise dans une structure de domiciliation. Alors, Carole nous pose la question sur la CFE, même si on n'a pas de foncier d'entreprise, on doit payer la CFE? C'est le Oui, fait, Carole, parce que c'est pas tout oui. à fait la même chose. En fait, c'est le fait d'immatriculer une entreprise, Mmh. quel que soit. Alors, c'est pas la peine de me mettre, quand vous allez recevoir les documents, de me mettre 50 cm², hein, ça fera la même chose que si vous me mettez 9. Par contre, ne me mettez pas plus, parce qu'après, il y a des tranches différentes en fonction du nombre de mètres carrés, sauf si c'est la Mmh. réalité, évidemment. Mais oui, c'est le fait d'immatriculer une entreprise qui fait qu'elle va payer une partie, cette cotisation foncière. C'est un des composants de la cotisation foncière des entreprises. Et Chloé, donc oui, lors de ton immatriculation, on peut mettre le siège social à l'endroit, en fait, où on loue le local ou au domicile. En fait, ça, c'est pas forcément, un choix. Par contre, il faut, juste bien veiller que si tu es locataire de ton domicile, il faudra une autorisation de ton propriétaire pour pouvoir le faire. Alors, Après, comme chaque calcul pour Gabriel, ça se calcule en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de tous les sujets qu'il peut y avoir, pour le mettre en place. Et dernière question de Carole là, qui vient d'arriver. Si on est dans un incubateur, mais pour l'instant, si tu es dans un incubateur, en fait, tu pas encore à ton compte complètement parce que tu es dans l'incubateur. Donc en fait, pour l'instant, tu as pas de CFE. C'est quand tu sortiras de l'incubateur et que tu vas inscrire ton entreprise, bah, tu auras une première année sans et après ça commencera. Mais c'est juste de pouvoir le faire. Et oui, attention, David, le on local, transmettra le support à la fin. ouais. Attention pour le local, c'est pas si j'ai un local où j'exerce mon activité que dans ce local-là, l'immatriculation est obligatoirement sur le local, pas chez vous. Parce que d'abord pour vos assurances, et cetera, derrière, ça sera le local et ça sera pas chez vous. Donc il faut vraiment, si vous avez quelquefois en début d'activité, selon vos activités, vous allez louer 1 ou 2 heures par-ci par-là, peut-être dans plusieurs endroits, et cetera. Là, à ce moment-là, vous n'allez pas en faire 15 et vous ne savez pas. Mais une fois que vous avez décidé d'être dans un endroit particulier, que vous exercez uniquement votre activité dans ce local-là, il faudra que le siège social de votre entreprise, ce soit vraiment ça. Et je finis de répondre juste pour la structure de domiciliation. Vous avez des structures, en fait, des entreprises qui peuvent héberger l'immatriculation de votre entreprise. Donc là, il faut faire des devis un peu comme tout, voir qu'est-ce qu'ils vous proposent comme service. Ça peut être une simple boîte aux lettres, c'est ce qu'on appelle en général une boîte aux lettres, mais il peut y avoir des services associés, donc avec des prix différents, bien évidemment. Mais ce sont des entreprises qui ont les autorisations pour pouvoir héberger les immatriculations des entreprises à partir du moment où c'est pas fait chez soi. Merci Agnès. Alors en fait, moi ce que j'observe, c'est que, beh, c'est quand même plutôt, intéressant la micro-entreprise justement par rapport, à ce qu'on peut voir. Donc quels sont les avantages qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut les résumer justement? Alors on vous les écrit, mais Bien sûr. on est sympa, on va vous les lire en plus. Alors, oui, c'est intéressant pour démarrer. C'est un tremplin ou parce que ça peut être intéressant si c'est une activité complémentaire. Enfin, il y a plein de cas, hein. Tout à l'heure, on en parlait, il y avait des personnes qui avaient un job à côté et qui allaient créer une entreprise à côté, peut-être pour ce complément justement. Donc, les obligations, une fois que vous avez créé, je vous ai dit, la création, c'est un peu le même principe que pour tout. Une fois que c'est créé, c'est très souple. Vous avez des déclarations mensuelles, parce que c'est quand même le mieux, ça vous oblige de savoir ce que vous avez encaissé le mois précédent, à faire tous les mois. Vous avez une déclaration d'impôt à faire à la limite une fois par an. Vous avez vos devis, vos factures, ça c'est quand même la partie vers vos clients, donc ça c'est évident. Vous avez quand même, il faudra quand même vous renseigner aussi. Vous avez des assurances, quelquefois qui sont obligatoires, notamment dans le bâtiment, quelquefois qui sont fortement recommandées. Alors, dans le bâtiment, c'est plutôt l'assurance décennale. Pour les autres, c'est la responsabilité civile professionnelle. C'est pas parce que vous en avez une perso que ça va marcher pour la profession. Donc, il faudra en prendre une autre. Pour ceux qui s'adresseront à des clients particuliers, il faudra aussi prendre un médiateur de la consommation, qui est une obligation qui dit que tout professionnel qui s'adresse à des particuliers doit en avoir un. Donc, il faudra le faire.
Pour autant, vous aurez un livre recettes dépenses pour la plupart. Il n'y a pas de capital puisque ce n'est pas une personne morale, ce n'est pas une société. Vous êtes tout seul, donc vous prenez vos décisions tout seul. Il n'y a pas non plus de dépôt juridique avec des assemblées générales, etc. à faire tous les ans. On va calculer vos cotisations en fonction de votre chiffre d'affaires encaissé et on vous dit bien, vous ne déclarez votre chiffre d'affaires que quand vous l'avez encaissé. C'est-à-dire, pour certains, malheureusement, on le sait, vous pouvez faire une facture et être payé plusieurs mois après. Ben, vous attendez d'avoir encaissé l'argent pour le déclarer. Comme ça vous permettra de ne pas faire l'avance du paiement des cotisations et ça préservera votre trésorerie. Après, vous aurez pas de TVA jusqu'à un certain montant et après, peut-être, mais si vous commencez à facturer la TVA, ça veut dire que votre activité a bien démarré, que vous progressez. Ça, c'est plutôt le côté vraiment intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, avec cette mention EI depuis le 15 mai 2022 que l'on rajoute, ça permet aussi d'encore mieux séparer qu'avant la partie pro de la partie perso. OK. Et donc on voit les avantages, il y a aussi quelques inconvénients parce que, en fait, dans chaque choix que vous ferez avec le prévisionnel, avec votre conseiller d'accompagnement, il faut toujours bien poser le pour et le contre. Donc c'est pas que des avantages, c'est pas que des inconvénients comme des fois on l'entend, mais c'est bien un mix des 2. Ouais, je dirais que c'est un peu comme tout, hein. C'est jamais 100% génial ou 100% nul. Il y a toujours un équilibre et c'est pour ça que ce choix il est important en fonction de vous. Et c'est pour ça que vous trouverez le plus. C'est toujours un peu, on revient toujours un peu à cette petite grille avec 2 colonnes, quoi, les plus, les moins. Et si les plus l'emportent, commencez au moins par l'auto-entreprise et vous verrez plus tard s'il faut que vous basculiez sur autre chose. Alors, oui, les inconvénients, on a encore, mais quand même, moi je trouve de moins en moins, on a encore un peu cette image de dire ah ouais, c'est une auto-entreprise. Non, non, non. Il y en a qui disent ah oui, il faut absolument une société. Donc oui, non. Franchement, ça dépend. Aujourd'hui, on a quand même moins cette partie qui bloque en disant je ne veux pas travailler avec des auto-entrepreneurs. Il faut absolument que vous ayez soit une entreprise individuelle, mais un autre régime fiscal ou une société. Ça existe encore, je le sais. Ça peut avoir pas toujours une très bonne image, mais moi, je trouve que ça a quand même bien diminué par rapport à ça. Après, ça peut être pour certains d'entre vous, effectivement, un inconvénient de ne pas récupérer la TVA. Pour autant, aujourd'hui, si vraiment c'est un problème de ne pas récupérer la TVA et que ça met en péril la rentabilité de votre auto-entreprise, vous avez la possibilité aujourd'hui de demander au service des impôts des entreprises de ne pas bénéficier de cette franchise de TVA dès le départ et directement vous facturer de la TVA à vos clients et directement vous la récupérer sur vos achats. Donc finalement, cet inconvénient, il peut exister, mais on peut trouver la solution pour annuler cet inconvénient. Ensuite, bien sûr, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, si vous avez des locaux, si vous avez beaucoup de frais, si vous avez beaucoup de déplacements, si vous avez beaucoup d'achats, etc., eh bien, très vite, ça ne sera pas intéressant d'être auto-entrepreneur parce qu'encore une fois, on peut rien déduire. Et puis, on verra qu'il faudra, mais c'est pour tout le monde la même chose, pour valider des trimestres de retraite, il faudra avoir un certain montant de chiffre d'affaires. Alors, vous pourrez faire des simulations sur notre site qui s'appelle mon-entreprise.ursaf.fr ou pour les auto-entrepreneurs, en fonction du chiffre d'affaires que vous gagnez, on vous met le nombre de trimestres en dessous pour aller être peu curieux. Et ça sera votre quotidien en tant que chef d'entreprise. Vous aurez votre activité comme métier, mais vous aurez aussi votre métier de chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, ça doit être curieux, ça doit toujours être en alerte, ça doit être à l'affût de tout, de savoir comment il va s'améliorer, comment il va se démarquer de ses concurrents, etc., etc. Ça en fera partie. Et il faudra que vous alliez voir sur ce site pour voir qu'est-ce que ça vous permettra de valider. Si je veux donner quelques exemples, parce que pour avoir une idée, quand vous faites de la vente, il faut faire. Je fais toujours un peu gros parce que l'assurance retraite arrondit pas au-dessus. C'est-à-dire si au moment des calculs, on arrive à 3,99, on n'a que 3 trimestres et pas 4. Donc, il faut faire à peu près 24 600, 700 euros pour la vente, 14 500 pour les prestations de services en BIC, 11 000, 11 500 pour les BNC et un peu moins de 11 000, 10 776, je crois, pour la partie, pour ceux qui relèvent de la CIPAF. Alors, plusieurs, questions donc Nathalie, hein, je reprends par la fin. Nathalie, donc dans les inconvénients, le prêt immobilier, tout dépend en fait, de la déclaration de revenus qu'il va y avoir. S'il y a dans la déclaration de revenus, il y a des revenus réguliers,
la banque, elle peut aussi intervenir en fonction des revenus qui sont présents. Par contre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est travailleur indépendant, oui, le logement, ça peut être aussi, ça rentre dans les difficultés, mais pour tous les travailleurs indépendants, parce qu'on n'a pas accès au dispositif de garantie visale quand on est locataire, on n'a pas accès, on n'a pas de fiche de paye, donc ça rentre dans des choses plus complexes et c'est pour ça que c'est plus compliqué. Après, les banquiers n'aiment pas le statut, ils l'aiment beaucoup parce que, il y a quand même 63 aujourd'hui des entrepreneurs qui sont, micro-entrepreneurs, donc c'est rentré, hein, dans la Ouais. manière de voir les choses. Ce que n'aiment pas les banquiers, c'est les auto-entreprises qui n'ont pas de revenus. Si vous avez des revenus, vous inquiétez pas que le banquier vous aimera bien pour avoir un prêt IMO ou pas. Ce que veut le banquier, hein, c'est ce qu'on a un peu vu hier pour l'entreprise, mais c'est pareil pour le prêt immobilier, il veut être remboursé. Donc, il peut De toute vous façon, c'est apporter la des même choses. chose pour les autres travailleurs non salariés. Hein. Voilà. OK. Alors une autre question, alors plus technique, hein, de Rajeb. Donc pour le commerce en ligne, qu'est-ce qu'on doit déclarer? Ben, en fait, c'est le chiffre d'affaires. Donc si par exemple, on vend le produit à 20 € et qu'il y a des gens qui prennent des commissions et cetera, c'est quand même le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est 20 € à déclarer. J'essaie de résumer un petit peu les questions qu'on peut avoir. Hem, Pourquoi le chiffre d'affaires seuil diffère sur vos diapos, quand il s'agit de la TVA? Bah, la TVA, c'est un autre régime parce qu'il y a un régime d'auto-entreprise avec sans TVA. C'est ça qui fait la différence. Il y a des seuils qui sont différents et on peut être en micro et avoir de la TVA et on peut être en micro sans TVA. C'est pour ça qu'il y a 2 seuils différents et c'est pour ça qu'on fait différencier les seuils à ce moment-là. Voilà. Pourquoi tenir les dépenses si on est en EI? Donc il faut le cahier recettes dépenses, Agnès. Donc on parle Ouais. souvent du chiffre d'affaires, mais il faut aussi faire, dans le cahier recettes dépenses, il y a pas que recettes. Mais il y a dépenses aussi. Ouais, il y a dépenses aussi et c'est important ça permet de justifier quand même les choses, mais c'est juste un cahier recettes dépenses. C'est pas un livre de caisse ou un livre de Oui. dépenses où il y a vraiment une comptabilité compliquée. Juste un cahier ou un fichier Excel peut suffire. On vous conseille toujours un petit peu plus, mais à minima, c'est ça. Ouais, Quand il y un a des minimum. contrôles, en fait, c'est bien de pouvoir le justifier. Voilà. Je vais assembler des produits et les vendre après. De combien va être l'abattement? Donc on est sur l'activité de vente, 71%. 71. En fait, il faut revenir sur les zones d'activité que vous pouvez avoir et pareil, vous avez des conseillers sur chaque sujet. Voilà et pouvez-vous donner les chiffres d'affaires par trimestre pour valider la retraite? Bah, j'ai donné le montant global pour en valider 4, donc vous divisez par 4 et vous l'avez au trimestre. Mmh. OK, voilà. On a à peu près répondu à toute une partie des questions, il y en aura certainement d'autres. Alors on va avancer en même temps sur la suite de Ouais. nos diapos. Alors, ce qu'il faut savoir et retenir un petit peu et sachant que, bah, pour chaque chose, en fait, on peut prendre des rendez-vous individuels aussi, pour vous accompagner. Donc ce qu'il faut savoir, c'est la déclaration du chiffre d'affaires doit être effectuée obligatoirement en ligne Ouais. et sur Alors, le site c'est il y a déjà pas mal autoentrepreneur.urssaf.fr. de choses dont j'ai parlé. Effectivement, pour vos déclarations, ça sera soit sur le site, soit sur l'appli mobile dont je parlais tout à l'heure. Même si vous faites 0 de chiffre d'affaires, il faut absolument le déclarer tous les mois. Ensuite, et encore plus pour les demandeurs d'emploi indemnisés, parce que France Travail vous demandera ces fameuses déclarations des justificatifs tous les mois. Dans un premier temps, le temps que techniquement vous ayez tous les documents, que vous soyez intégrés dans notre service, notre système d'information, France Travail acceptera des déclarations sur l'honneur. Et après, il faudra que vous leur présentiez le justificatif que vous obtenez dès que vous avez validé votre déclaration de chiffre d'affaires sur le site ou sur l'appli mobile. Ensuite, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, sur tous les documents, quels qu'ils soient, il faudra mettre cette mention EI pour entrepreneur individuel avant ou après votre prénom, puisque c'est bien une entreprise individuelle. J'ai parlé aussi de l'indication sur les factures de l'article 293B du Code général des impôts qui vous permet de ne pas facturer de TVA. Et puis, j'ai parlé aussi du médiateur de la consommation et des assurances. Je reviens juste sur le compte bancaire. Alors, si on prend la réglementation pure, effectivement, si pendant 2 années consécutives, vous ne faites pas au moins 10 000 € de chiffre d'affaires chaque année, je prends en 2025, je fais 10 200, en 2026, je fais 10 300, je suis obligée d'avoir un compte bancaire. Même si vous n'êtes pas obligé, c'est fortement conseillé pour bien séparer vos dépenses perso
de vos dépenses professionnelles parce que ça vous permettra de faire de la gestion beaucoup plus facilement sans vous perdre au milieu et sans en oublier. Et aujourd'hui, avec cette mention UI, vous aurez forcément un compte bancaire pro. Vous avez beaucoup de banques qui vous font des offres de comptes bancaires à des prix vraiment intéressants. À vous, comme pour les assurances, comme pour tout, faites 2 ou 3 devis pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Alors, il n'y a pas que le prix, il y a les services associés, hein, bien évidemment, comme chaque fois. OK. Alors, moi, je fais un petit zoom, je reprends 2-3 petites choses. Donc, sur les comptes bancaires, en fait, c'est vraiment important, hein, il y a la partie obligation, puis il y a la partie aussi de gestion. Bien différencier ses comptes, c'est quand même, beaucoup mieux. Et hier, on en a parlé sur la responsabilité civile professionnelle. N'hésitez pas à contacter l'ADI. Et comme vous l'a déjà dit aussi, Agnès tout à l'heure, elle vous a parlé, elle vous a pas parlé des complémentaires, mais que c'était beaucoup mieux d'en avoir. Donc n'hésitez pas à revenir aussi vers l'ADI, on a des outils de complémentaires. Il faut être assuré, hein, sa santé, c'est quand même Ouais. une des choses les plus importantes qui existent. Alors, on touche à la fin justement sur ce qu'il faut savoir. Donc, il y a on a parlé à l'instant de la tenue du livre, du journal de cahier recettes dépenses en ligne ou sur papier. Vous avez des applications, hein, qui existent, n'hésitez pas à les utiliser. Mais par contre, vous devez quand même conserver vos pièces comptables pendant 10 ans. Donc, et pas dans une boîte à chaussures, c'est quand même beaucoup mieux. Utiliser un classeur pour classer année par année, vous verrez que ça serait beaucoup plus simple et ça vous coûtera beaucoup moins cher quand, il y aura des papiers à regarder ensemble et ça sera plus facile. Voilà. Donc si on a 2 activités distinctes, on en reparlait tout à l'heure, donc il faut tenir 2 comptabilités, une pour chaque activité. L'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'on peut avoir plusieurs activités. On peut être 2 activités, salarié et entrepreneur. Ça ouvre quand même beaucoup de choix et aujourd'hui, c'est aussi le côté flexible, mais il y a des choses à tenir en même temps. Si on a des activités alors quand on distingue, c'est vraiment 2 différentes, mais une activité mixte, on peut tout faire sur la même activité, sans aucune, difficulté. L'indemnité journalière, si on en reparle, Agnès, Ouais. ouverture au Alors, bout de 12 mois? les indemnités journalières, les droits sont ouverts, comme je le disais tout à l'heure, au bout de 12 mois. Pour la maternité, c'est 6 mois. Mmh. Pendant cette période-là, si vous avez été salarié avant et même si vous êtes demandeur d'emploi, l'assurance maladie ira chercher des informations par rapport à ça. Et après, pour les indemnités journalières des travailleurs non salariés, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas calculé de la même façon que pour les salariés, puisque les salariés, c'est sur les 3 Mmh. derniers mois. Pour les indépendants, c'est sur les 3 dernières années. Donc, il y a des méthodes de calcul, puisque les indemnités journalières, c'est déjà le cas quand vous êtes salarié, mais vous n'en rendez pas compte parce que vous avez souvent dans vos conventions collectives des prévoyances obligatoires et que votre employeur paie ses compléments. Donc, dans certains cas, vous êtes malade, pas malade, vous avez le même salaire. Eh bien, si vous, quand vous êtes malade, vous ne mettez pas en place un contrat de prévoyance, eh bien, vous n'aurez que la partie sécu, c'est ce que je disais aujourd'hui, d'où l'importance vraiment d'essayer de mettre en place un contrat de prévoyance pour Ouais. venir compléter ces indemnités journalières. C'est exactement la même chose, hein, pareil pour, maternité, paternité, d'être vigilant. La validation des trimestres de retraite, on en a parlé, c'est en fonction du chiffre d'affaires déclaré. Vous retrouverez dans la présentation justement, hein, les chiffres qu'il faut réaliser. Et l'immatriculation, petit conseil personnel, donc vous pouvez le faire, oui, en ligne, sur, le site de l'INPI, qui est indiqué. Mais n'hésitez pas, en fonction de l'urgence et pour bien sécuriser, à aller aussi, dans les CFE, chambres de métiers, chambres de commerce ou à l'URSSAF, pour bien valider vos inscriptions et être sûr que ce soit bien fait. Parce que, Ah, vous avez que 45 jours pour modifier derrière les sujets. Souvent, on loupe la petite case A, qu'on loupe les petites choses. Donc voilà, faites-vous accompagner par des professionnels jusqu'à l'immatriculation pour éviter les galères. alors, 45 jours, non. Sur certaines options, c'est 3 mois. Mmh. La même chose, il faut juste faire attention dans les chambres consulaires où nous, on pourra vous aider que sur les parties profession libérale. Dans les chambres consulaires, et c'est gratuit, mais dans les chambres consulaires, l'accompagnement est payant. Ça coûte à peu près 113 euros. Donc, il faut juste, voilà. Et ça dépend de l'urgence de l'immatriculation. Quand vous le faites avec eux, c'est immédiat et c'est tout complet. Quand vous le faites en ligne, ça peut prendre entre 3 semaines et un mois pour valider les documents. Voilà.
Alors, quelques petites questions. Donc, pour le nom d'entreprise, vous pouvez mettre votre nom et votre prénom, hein, pas obligé de mettre un nom fantasy, si vous avez pas envie, hein, mais vous pouvez mettre aussi, Superman et cetera. Faut faire attention juste à un petit point, c'est que si vous mettez un nom fantasy, il faut pas qu'il soit, déposé, donc il y a quelques règles aussi à regarder, mais en tout cas, à minima, ça peut être, Audrey Basset EI, ça suffit pour nom d'entreprise. Vous êtes pas obligé de faire beaucoup plus, si vous avez envie de rester juste à votre nom, pour pouvoir le faire. En revanche, Comment faire, hein? Est-ce que oui, c'est payant? Si vous faites un contrôle INPI, oui, c'est payant par rapport à la vérification justement du nom de l'entreprise, du nom de domaine, de l'appartenance. Par contre, vous pouvez vous inscrire aussi directement. Si vous le faites de chez vous, c'est gratuit. Faites attention, il y a plein de sites qui vous proposent de faire payer. Le bon site, c'est celui qui vous a été donné juste avant, procédure.inpi.fr pour pouvoir le faire. Et puis, hésitez pas si vous avez besoin de l'urgence, c'est payant parce que c'est l'accompagnement qui est payant pour le faire. Des fois, pour sécuriser, moi, je vous conseille de payer 113 € pour être sûr que ça soit bien fait. C'est un petit conseil personnel, ça évite quelques galères. ouais. Juste, je complète pour Chloé. Juridiquement, elle sera à votre prénom et à votre nom avec la mention EI. Mais si vous avez trouvé un nom pour votre salon de toilettage, c'est parfait. Ça peut être votre nom commercial, mais juridiquement, il n'a aucune valeur. Mmh. Mais vous pouvez vous en servir pour communiquer. Voilà. Après, alors, on arrive à la fin de l'heure. Il y a beaucoup de petites questions qu'on n'a pas forcément encore répondues. Donc Gabriel, on va pas donner de nom de logiciel, mais on vous invite à voir sur les noms d'accompagnateurs en fait, qui peuvent exister. Il y a des logiciels gratuits, donc pas hésiter à regarder et il y en a plusieurs, donc ça nous c'est un peu compliqué de faire. Le médiateur de la consommation, c'est obligatoire dans toutes les activités de commerce, donc c'est juste d'avoir un nom, un numéro et puis, d'une affiliation. On vous a mis le lien tout à l'heure. Vous retrouvez le lien dans la présentation de toute façon pour pouvoir le faire. Merci Je beaucoup vous ai mis, David, hein, pour le compliment. Franck, un peu de mal à se situer sur l'activité de commerce et l'activité de la prestation de services commercial, je vous invite à prendre rendez-vous avec, l'URSSAF ou avec l'ADI ou, d'autres structures pour regarder comment choisir. On a tout l'accompagnement qui est fait et on peut pas y répondre juste comme ça sur, cette question-là. C'est des questions qui sont plus complètes, comme toutes les autres questions sur lesquelles on n'a pas encore, complètement, répondu. Parce qu'on pourrait parler de la prévoyance, on peut parler de beaucoup de sujets qui sont assez complets justement, pour la suite des choses à venir. Mais surtout, voilà, prenez rendez-vous en tout cas, que vous pouvez avoir. Donc, aujourd'hui, la micro-entreprise, c'est des services en ligne. Donc quel que soit votre statut, vous avez aussi, au niveau de l'URSSAF, tout l'accompagnement, qui est possible. Mais vous avez aussi cet accompagnement gratuit, personnalisé, d'accueil en commun et puis, toutes les entreprises, si vous avez des difficultés à un moment donné, parce qu'on parle souvent quand on crée son entreprise que tout va être sympa. Ben non, c'est pas la réalité. C'est un bel espace de liberté, c'est des beaux moments que vous allez vivre, mais aussi quelques difficultés et c'est bien de savoir qu'à ce moment-là, on est toujours présent, que ça soit l'URSSAF ou l'ADI, pour pouvoir le faire et cetera. un petit conseil juste, là c'est plus pour de l'alerte parce que voilà, et il y a juste le réflexe d'en parler, d'avoir des difficultés quand on est une entreprise. Je dirais c'est le quotidien et c'est comme dans la vie. Mais ne faites pas l'autruche, ne dites pas ça va passer, ne restez pas tout seul dans votre coin parce que ça c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Au contraire, parlez-en et souvent on a des solutions. C'est quand on a des difficultés qu'on a le plus besoin d'être aidé et donc c'est là où les portes, elles sont beaucoup plus ouvertes que vous imaginez. Donc, n'hésitez pas, hein, quand c'est plus compliqué, nous, on est là. On est un peu votre famille, en fait, votre famille d'entreprise et hésitez pas à venir nous voir et vous aurez toujours, quelqu'un qui pourra répondre, auprès de vous, voilà. Pour terminer, merci beaucoup à tous. Merci Agnès, Merci beaucoup. et puis, je pense qu'on va se voir assez vite. Donc, vous pouvez toujours construire votre projet en ligne sur le site de l'ADI, alors plutôt sur la volet micro. Je vous invite sur, les SARL, hein, je pense à Jérémy, c'est plus technique, donc d'aller voir la chambre de commerce, chambre de métier. Surtout que je crois, Jérémy, que tu es sur les Deux-Sèvres, donc n'hésite pas à les voir, directement. On peut se retrouver, vous avez besoin de plus d'infos, besoin de plus de renseignements, le 6 juin dans toutes les agences de l'ADI, de 9h30 à 12h30, sur toute la région. Donc, je ne vous recite pas toutes les agences, mais on en a à peu près une vingtaine, donc vous devrez trouver les plus proches. Si vous êtes un petit peu plus loin, vous pouvez continuer à faire la demande aussi en ligne et de venir nous voir.
Et pour terminer, si vous souhaitez être contacté, n'hésitez pas à flasher le code, vous inscrivez, on vous recontacte la semaine prochaine avec, nos conseillers, sur des questions de financement et puis, s'il y a d'autres questions, on pourra y répondre aussi. Mais privilégiez principalement, les rencontres portes ouvertes dans les agences. Merci beaucoup Agnès. Merci Thomas. Merci à Un tous d'avoir participé au webinaire. Exactement et puis oui, c'est court 1 heure, hein, sur un sujet qui est aussi complet. C'est pas si simple que ça et je pense qu'on pourra réussir aussi à continuer justement les liens, qu'on pourra trouver ensemble. Donc nous, on est à votre disposition et justement, c'est un peu de l'initiation aujourd'hui, mais retrouvez-nous dans nos agences, dans nos ateliers, sur les sites où là, on pourra retrouver encore plus, d'informations. Merci à tous, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui Merci. commencent très tôt, mais surtout, bon projet dans vos entreprises. Merci, bonne fin de journée.